Comment justement Yair Lapid, qui prend très au sérieux cette perspective, utilise à merveille, avec beaucoup de zèle, son poste de chef de la diplomatie israélienne pour préparer et mettre les jalons de son arrivée à la rue Balfour, en principe prévu donc à l'automne 2023. Et ce matin, comme tous les lundis matins, nous retrouvons Richard Darmon pour faire un tour de l'actualité politique israélienne. Richard, bonjour. Bonjour et shalom. Et on va commencer avec le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, qui, on va dire, se sert de son poste de chef de la diplomatie israélienne pour se préparer à être Premier ministre dans 2 ans maintenant. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous nous étions demandé quels étaient les scénarios possibles pour cette fameuse rotation prévue en septembre 2023 entre Naftali Bennett et Yair Lapid au poste de Premier ministre. Je vous propose rapidement cette fois-ci, en complément, d'expliquer comment justement Yair Lapid, qui prend très au sérieux cette perspective, utilise à merveille, avec beaucoup de zèle, son poste de chef de la diplomatie israélienne pour préparer et mettre les jalons de son arrivée à la rue Balfour, en principe prévu donc à l'automne 2023. En effet, Yair Lapid n'a pas cessé, depuis qu'il est rentré dans ses fonctions, de sillonner le monde et la région, en se rendant d'abord aux Émirats arabes unis, en se rendant ensuite au Maroc pour raviver les relations bilatérales, et puis aussi en passant par l'Europe, et surtout en gérant aussi la crise ouverte avec la Pologne concernant la nouvelle loi polonaise excluant toute restitution des biens juifs confisqués pendant la Shoah, aussi bien par les Polonais que par les Allemands. Et en fait, qu'est-ce qui anime Lapid? C'est que d'abord, il se sent le plus fort, je dirais, bien n'étant pas Premier ministre, c'est lui qui dispose du plus grand nombre de députés à la Knesset qui soutiennent la coalition, avec 17 députés contre 8 seulement pour le parti bleu et blanc du ministre de la Défense Benny Gantz, et aussi du Premier ministre lui-même qui n'a que 6 députés à la Knesset, et aussi si vous voulez, donc Lapid, en sillonnant ses capitales régionales et en se rendant dans de nombreux pays importants, il a été pris au sérieux d'emblée, contrairement d'ailleurs à ce qui se passait un peu avant avec les autres ministres des Affaires étrangères, ne serait-ce que le fameux ministre Gabi Ashkenazi du Parti bleu et blanc, qui n'avait pas eu un rôle aussi proéminent. Et bien, en quelques mois, Lapid a rehaussé ce poste de ministre des Affaires étrangères, tout simplement parce que justement les chefs d'État qu'il rencontre et les diplomates de haut rang qu'il rencontre dans sa capitale le prennent d'autant plus au sérieux qu'ils savent que c'est lui qui sera le numéro 1 du pays dans 2 ans. Et puis, on a une situation intéressante, c'est un peu l'inverse de celle qui régnait à l'époque de Netanyahou, quand Netanyahou était Premier ministre et qu'il assumait de manière temporaire, mais ça a duré presque 2 ans, le poste de ministre des Affaires étrangères. C'était l'inverse, puisqu'on s'adressait directement à la rue Balfour, c'est-à-dire à Netanyahou, pour traiter en matière de diplomatie et de sécurité, et non pas un ministère qui avait soit simplement un directeur général, soit des ministres secondaires. Alors, ce changement a été beaucoup apprécié au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem au départ, à la fois parce que comment dirais-je, Lapid a fait preuve, je dirais, d'écoute. Il a rencontré la haute hiérarchie, il a rencontré aussi les personnes clés du ministère, il les a beaucoup entendues. Et puis, en fait, les choses se sont un peu gâtées avec le temps lorsque on lui a reproché au sein du ministère d'avoir trop haussé le ton lors de la crise avec Varsovie, au risque d'arriver à une rupture. Rappelez-vous, il y a un mois, lorsque le Parlement et le gouvernement polonais ont validé cette loi empêchant toute restitution des biens juifs, eh bien Lapid est monté en première ligne et sur ses grands chevaux aussi, en rappelant l'ambassadeur israélien à Varsovie et en menaçant de rompre les liens avec la Pologne, ce qui ne plaisait pas
aux diplomates israéliens qui considèrent que la Pologne est un pays important au sein de l'Union européenne. Alors, il y a eu aussi, bien qu'au départ, Lapid ait nommé un directeur général qui avait trouvé grâce aux yeux de la hiérarchie, je dirais un directeur vétéran, un diplomate vétéran qui plaisait à la diplomatie israélienne. Eh bien, par contre, les choses se sont aussi gâtées lorsque Lapid a, comme tout bon ministre des Affaires étrangères israélien qui se respecte, il a fait des nominations intéressées de gens liés à son parti politique, comme la nomination très contestée de Yael German en tant que nouvelle ambassadrice à Paris, qui a fait couler beaucoup d'encre, pas simplement sous les ponts de la Seine, mais et aussi il a nommé d'autres personnalités, comme par exemple ambassadeur aux Émirats arabes unis, le président de l'association des hôtels israéliens, qui n'est pas spécialement un diplomate, mais qui est un sympathisant du parti de Lapid. Et en fait, il y a aussi, je le disais, lorsque la crise a éclaté avec la Pologne, on a craint à Jérusalem que Lapid ne soit allé trop loin. En fait, ce sera surtout, pour conclure au plan financier, que Lapid devra réussir ou échouer son examen de passage avec la haute hiérarchie du ministère, puisque celle-ci attend en effet que Lapid puisse faire débloquer par son allié politique Avigdor Lieberman, qui est ministre des Finances, je le rappelle, eh bien qu'il puisse faire débloquer les nouveaux fonds qu'attend le ministère depuis des décennies, parce qu'il est en haute pénurie au niveau de son fonctionnement. Il y a eu des grèves au sein du ministère des Affaires étrangères, et donc il sera jugé sur, j'allais dire, les fonds sonnants et trébuchants qu'il pourra acheminer au ministère à Jérusalem. Voilà, on va me parler à présent des rabbins, de politique et de religion, et de rabbins qui sont en guerre, qui sont en rébellion contre les réformes que le gouvernement Bennett veut mettre en place. En effet, pas une semaine se passe dans le pays sans que des membres du conseil du grand rabbinat israélien, ou même les deux grands rabbins, le rabbin séfarade et le rabbin ashkénaze, et aussi des rabbins de haut rang qui sont des personnalités connues dans le judaïsme israélien, eh bien ne déclarent publiquement qu'ils s'opposeront sur le terrain et concrètement aux réformes en tout genre, et concernant surtout la cacheroute et les conversions au judaïsme, que le ministre Matan Kahana, qui est en fait qui est ministre des services religieux, est en train de préparer au sein du gouvernement Bennett. Enfin, intéressant tout de même, ce mouvement de rébellion ouverte regroupe non seulement, je le disais, des rabbins ultra-orthodoxes, d'obédience et proche du parti séfarade religieux Shas, ou alors des partis religieux ashkénazes comme l'Union du judaïsme par la Torah, mais aussi, c'est un peu une grande première, des rabbins de la mouvance sioniste religieuse qui donc à la mi-août, c'est aussi pour ça qu'on en a beaucoup parlé depuis, ont tenu une assemblée commune, ce qui est en soi un scoop tout de même, d'un genre tout à fait inédit, à laquelle ont participé justement le grand rabbin séfarade, le rabbin Yitzhak Yosef, son homologue ashkénaze, le rabbin David Lowe, le rabbin sioniste religieux de premier plan, le rabbin Yaakov Ariel, et aussi le rabbin Shmuel Eliyahu, qui est membre de l'aile, j'allais dire, conservatrice du mouvement sioniste religieux, et qui est aussi le grand rabbin de Sfat, Safed. Alors, il faut rappeler sur le fond que le ministre Kahana compte réformer le système de la cacheroute alimentaire en Israël, en retirant au grand rabbinat le monopole dont il avait usé, je pourrais dire abusé d'une certaine manière pendant des décennies, et en ne lui laissant qu'un rôle de régulateur de quoi? Eh ben, des différents mouvements et organismes qui auront, si cette réforme est adoptée, des prérogatives pour accorder toutes sortes de cacheroutes, une cacheroute qui sera diversifiée. Alors, en ce qui concerne les conversions, Kahana compte aussi confier non plus au seul juge des Batédines, des tribunaux nommés par le seul grand rabbinat, mais aux rabbins municipaux les prérogatives pour mener à bien les conversions au judaïsme. Alors, tout cela, évidemment, déclenché la colère des dirigeants rabbiniques qui se voient menacer leurs prérogatives et, j'allais dire, leur pouvoir assis depuis des années. Et voilà la déclaration commune que tous ces courants ont donc faite à la mi-août
pour mettre en garde le gouvernement sur ces réformes. Je cite cette déclaration commune. Nous rejetons totalement la dangereuse initiative du ministère des Services religieux, donc on écrit tous ces rabbins, car il s'agit, disent-ils, de purement et simplement de l'abolition de la cache-route de l'État d'Israël et de l'ouverture d'un grand bazar d'organisations mues par des intérêts d'affaires, lesquels se verront délivrer la possibilité d'octroyer des certificats de cache-route. Fin de citation. À noter en conclusion sur ce point que toute cette affaire n'est évidemment pas étrangère à la frustration politique très sensible des membres du fameux axe Likoud, parti religieux, qui avait longtemps soutenu le Premier ministre Binyamin Netanyahou dans ses fonctions pendant plus d'une décennie, un axe qui a été évidemment mis de côté, peut-être pas pulvérisé, mais en tout cas mis de côté, voilà, presque 3 mois avec la constitution du gouvernement Lapid-Bennett. Voilà, et on va terminer par l'ex-ministre Miri Regev, ministre Likoud, qui a fait ressortir dernièrement de sa bouteille le mauvais génie du communautarisme. Absolument, nouveau symptôme d'ailleurs, plus qu'évident, montrant que le Likoud est entré en crise. Eh bien, à la mi-août, avec toutes les retombées que ça a entraîné ensuite, l'ex-ministre qui était le ministre des Transports et auparavant elle était ministre de la Culture et des Sports dans les gouvernements Netanyahou, eh bien Miri Regev, qui est députée Likoud actuellement, a accordé une interview au quotidien Yediot Aharonot dans laquelle elle a déclaré de manière tonitruante, comme c'est son style, qu'elle avait l'intention de postuler au leadership du grand parti de droite au cas où Netanyahou se retirerait. Il y a toujours cette précaution que les candidats prennent aujourd'hui encore. Et donc, dans cette interview, elle a, comment dirais-je, elle a déclaré qu'il était grand temps que les membres du Likoud cessent de voter pour des dirigeants qui ne représentent pas exactement la composition sociologique de ce parti, notamment sa composante séfarade qui est très importante, et qu'elle, qui est membre de la périphérie, est aussi issue d'une famille qui a grandi à Kiryat Gat et qui sont des immigrants d'origine marocaine et espagnole, eh bien, il est grand temps que le Likoud change d'allure. Et voilà ce qu'elle a déclaré au Yediot. Le temps est venu qu'Israël est enfin un premier ministre séfarade, d'autant qu'au sein du Likoud, nombreux sont ceux qui voudraient voter pour quelqu'un qui représente leur classe sociale, leur ethnicité et leur programme. Et en ouvrant, comme vous le disiez, la petite fiole et la petite bouteille de ce qu'on appelle en hébreu le shed keilati ou ethnie en Israël, cette espèce de serpent ou de monstre du Loch Ness de la sociologie politique israélienne, c'est-à-dire communautarisme, elle a ajouté de manière très explicite, en mettant les points sur les i, pendant des années, les séfarades du Likoud ont désigné des dirigeants blancs, c'est le mot qu'elle a employé. Or, je crois qu'après le départ de Netanyahou, enfin blanc, elle voulait dire Ashkenaz, je crois qu'après le départ de Netanyahou, cet électorat devra se réorienter en devenant enfin logique avec ses origines et en désignant et en élisant des gens de qualité qui pourraient mieux le représenter. Et puis elle a conclu en disant ceci: si les Likoudnikim, les membres du Likoud, continuent d'élire des leaders pourvu du seul ADN, c'est le mot qu'elle a employé, blanc, encore une fois, c'est-à-dire encore une fois Ashkenaz, eh bien il émergera un véritable Likoud séfarade qui exprimera alors la voix des séfarades de ce pays étouffé depuis des décennies. Fin de citation. Je voudrais rappeler en conclusion, pour modérer les appétits de l'ex-ministre et la députée Regev, qui se fait pas mal d'illusions sur ses chances de percer au plan politique, et bien que dans le dernier sondage des candidats portant sur les intentions au sein du Likoud par rapport aux candidats à la succession de Netanyahou, eh bien elle arrive en troisième position avec seulement 12% des intentions de vote, donc elle est assez loin pour l'instant de pouvoir réaliser ne serait-ce qu'une partie de son rêve. Très bien, merci beaucoup Richard de ce tour d'horizon de la politique israélienne. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Merci, bonne journée Richard. Bonne journée, à la semaine prochaine.